podcast Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus. Si vous nous regardez via notre chaîne YouTube, eh bien, vous voyez que je suis en compagnie de Renaud Bourbonnais. Alors, en compagnie de Renaud, bien, on va discuter des rencontres qui étaient présentées du côté de la NFL lors de la 4e semaine d'activité, les matchs de 13h et de 16h et même le match de 9h30. Renaud, il y avait un match en Irlande qui mettait aux prises les Vikings du Minnesota aux Steelers de Pittsburgh. C'était une victoire pour les Steelers. Les Steelers qui ont fait la vie dure à Carson Wentz. On a réussi 7 sacs du quart à ses dépens. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la ligne d'attaque des Vikings tombe en morceaux. Renaud, au cours de la rencontre, on a perdu les services de Ryan Kelly, notre centre, également de O'Neal, notre bloqueur à droite. Alors, on a fait un festin du côté de la défense des Steelers. Je ne suis toujours pas certain que cette unité défensive est améliorée, étant donné qu'on jouait contre une ligne d'attaque qui était remplie de réservistes. Mais au moins, on a été en mesure d'en abuser et de réussir des sacs aux dépens de Carson Wentz. Non, t'as raison. Ces blessures-là sont venues changer la donne pour les Vikings, mais en fait, et pour les Steelers. Parce que du côté des Vikings, en début de match, on avait quand même une certaine facilité à bouger le ballon. On était capable de faire des choses quand même agréables, considérant qu'on avait un KR réserviste là, en Carson Wentz sur le terrain. Et puis finalement, ben, c'est les Steelers qui nous ont donné la chance aussi de revenir en fin de match dans la rencontre, parce qu'ils n'ont pas été capables de fermer les livres. Parce qu'à un certain point, on s'est croisés, toi et moi, au bureau à RDS, puis on s'est dit, ben le match, il est terminé pour les Vikings, même si c'était encore serré au pointage. On se disait, il n'y a aucune chance qu'ils reviennent. Carson Wentz est constamment sous pression, constamment en train de se faire frapper. Et puis finalement, ben les Steelers n'ont pas continué à marquer des points, puis même ils redonnaient rapidement le ballon aux Vikings à un certain point en deuxième demi, ce qui fait en sorte que le Minnesota, qui n'avait pas marqué un touché lors des 3 premiers quarts, en a marqué 2 rapidement au 4e quart et s'est donné une chance d'être de retour dans le match. Oui, absolument. Alors, c'est pour ça que je ne suis pas convaincu que la défense des Steelers est nécessairement améliorée parce qu'on n'a pas été capable de fermer la porte. Mais il y a eu du positif du côté de Pittsburgh, notamment performance de DK Metcalf qui a inscrit un touché sur une distance de 80 verges. À la mi-temps, il avait déjà 122 verges par voie de réception. Et également, ce qu'il faut mentionner, c'est que les Steelers étaient privés des services de Jaylen Warren. Son remplaçant dans le champ arrière en temps de demi à l'attaque, c'était Kenneth Gainwell, l'ancien des Eagles de Philadelphie qu'on a mis sous contrat via le marché des joueurs autonomes. Et Gainwell a vraiment connu un fort match pour Pittsburgh, autant au sol que par la voie des airs. Il a inscrit 2 touchés pour Pittsburgh. Belle performance de sa part. Au début de la saison, on croyait que le choix de 3e ronde, Caleb Johnson, allait être le réserviste derrière Jaylen Warren. Mais c'est plutôt Kenneth Gainwell. Mais il fait du bon boulot. Alors, belle performance à la part de Gainwell en attaque. Oui, tout à fait. Puis il vient un peu prendre la place de Marteau qui avait été laissé libre par le départ de Najee Harris, justement via le marché des joueurs autonomes, lui qui a quitté pour les Chargers de Los Angeles. Moi, personnellement, j'aime mieux Gainwell que Harris. Je trouve qu'il y a une accélération ou une certaine vitesse de pointe que Harris avait pas dans l'uniforme des Steelers et qu'il n'aura jamais finalement d'ici la fin de sa carrière. Donc, je trouve qu'il apporte un petit plus aux Steelers et surtout, tu l'as mentionné, Caleb Johnson, il ne performe pas nécessairement au niveau auquel on s'attendait lorsqu'on l'a repêché, ou du moins pour les premiers matchs de la saison. De voir qu'un Gainwell est capable de prendre la balle au bon et offrir des bons services à Pittsburgh, finir les séquences, réussir à marquer des touchés, ça vaut de l'or là, pour les Steelers. Alors, les Steelers, eux, vont revenir en Amérique du Nord, alors que du côté des Vikings, on va rester en Europe. Les Vikings vont jouer à Londres la semaine prochaine, puis j'ai hâte de voir l'état de leur ligne à l'attaque, parce que avec une ligne à l'attaque qui est décimée par les blessures, peu importe contre qui on joue, on va avoir des ennuis. Et non seulement ça, on mise sur notre carrière réserviste. Il y a Justin Jefferson qui a connu un bon match pour les Vikings. Jordan Addison a marqué un long touché, je vais juste le mentionner. Mais du côté du Minnesota, en raison de l'état de la ligne à l'attaque, on va devoir surveiller ça la semaine prochaine, l'état de santé de cette unité. Hey, les champions en titre du Super Bowl, les Eagles de Philadelphie, étaient à Tampa Bay. C'était une rencontre qui mettait aux prises 2 équipes invaincues avec des fiches de 3-0. Mais finalement, il y a juste Philadelphie qui a été en mesure de demeurer invaincu. Ils ont vaincu les Buccaneers de Tampa Bay. Encore une fois, on a essayé de mettre sur pied une séquence du côté des Bucs. On a inscrit 2 touchés de plus de 70 verges. Mais dans l'ensemble, les Eagles étaient en contrôle de cette rencontre-là avant la remontée de Tampa Bay. Ouais, les Eagles ont repris là où ils ont laissé la semaine dernière. Rappelle-toi, 2 bottées de placement bloquées contre les Rams de Los Angeles la semaine passée, dont celui sur le dernier jeu du match. Et là, on commence le match, on bloque un botté, celui-là de dégagement de la part des Buccaneers sur la première séquence à l'attaque des Buccaneers.
On les force à dégager, on bloque le botté, on le retourne pour un toucher. Donc, on s'est dit, waouh, les Eagles, on le vent dans les voiles. Quelques séquences plus tard, Jalen Hurts mettait sur pied une séquence à l'attaque. On allait marquer des points encore chez les Eagles. C'était 14-0. Même qu'à un certain point, c'était 24-3 pour les Eagles dans ce match-là. Et les Buccaneers ont trimé fort pour revenir en deuxième demi. Comme tu l'as dit, ce sont des jeux explosifs qui nous ont permis de nous inscrire au pointage ou d'inscrire des touchés du côté de Tampa Bay. Mais règle générale, il faut le dire, les Eagles ont été la meilleure équipe dans ce match-là. C'est eux qui dictaient le ton du match. Et si les Buccaneers avaient fini par remonter et gagner le match, on aurait d'abord et avant tout souligné le fait que les Eagles se seraient écroulés parce que c'est eux qui dictaient l'allure de la rencontre. Donc oui, petite déception peut-être pour Tampa Bay, mais regarde, on ne pouvait pas espérer une saison parfaite. Les Buccaneers n'ont pas une équipe parfaite, donc il fallait s'attendre à ce qu'il y ait des difficultés à un certain moment dans la saison. Mais regarde, on a fait preuve de caractère, on est revenu dans la rencontre, on n'a pas été complètement déclassé par les Eagles. Et soyons francs, si c'était pas des unités spéciales, ben on aurait eu un match probablement beaucoup plus serré. Alors, je te dis pas que les unités spéciales comptent pas, au contraire, elles comptent. Ceci étant dit, c'est des choses qui se replacent peut-être plus facilement que si on avait des gros problèmes en attaque ou en défense, ce qu'on n'a pas chez les Bucs présentement. Ouais, du côté des Buccaneers, Chris Godwin prenait part à son premier match de la saison. Ça, c'est une bonne nouvelle étant donné qu'on a perdu les services de Mike Evans. Alors, les Eagles qui demeurent invaincus, ils ont été en mesure de porter leur fiche à 4 victoires et aucune défaite. On avait hâte de voir la rencontre entre les Colts et les Rams. Tu sais, on s'en est parlé en début de journée. C'était un test d'une certaine façon pour les Colts d'Indianapolis, mais également pour les dénigreurs des Colts. Les gens qui refusent de croire en Daniel Jones. On dit que ce début de saison-là est un mirage. On a fait belle figure à Los Angeles. On a perdu toutefois. On a encaissé un premier revers. Je veux pas... Adonai Mitchell, le receveur de passe des Colts, je ne veux pas en faire le bouc émissaire, mais réellement, Renaud, 2 fois, il a perdu le match pour Indianapolis. Je me sens mal pour lui. C'est un joueur qui joue un peu un rôle de mal-aimé depuis qu'on l'a repêché du côté du DG Chris Ballard. Lorsqu'il l'avait sélectionné, Ballard a dû le défendre. Adonai Mitchell, écoute, il a tellement de talent. Il est grand, il est gros, il est rapide. On l'a vu, il a réussi un catch incroyable à une main, courait le long des lignes de côté, mais il a échappé le ballon avant de franchir la ligne des buts. Puis il a échappé le ballon est sorti à l'extérieur des limites du terrain dans le fond de la zone des buts. Les Rams ont récupéré le ballon à leur ligne de 20. Ça a été un touchback. Il n'y a pas d'autre façon. En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais il faut pointer le doigt en direction de Mitchell, malheureusement, je crois. Ben complètement. Le match s'est terminé par un écart d'un touché. Les Rams qui ont marqué dans les derniers instants de la rencontre, qui ont donné des peanuts aux Colts pour remonter le terrain. Et tu parles d'Adonai Mitchell, mais oublie pas qu'il y a aussi un long touché de Jonathan Taylor qui a été annulé parce qu'il a pris une pénalité alors qu'il n'avait pas besoin de faire ce qu'il a fait. Ouais, donc ça, c'est sûr et certain. Ouais, il faut jumeler ça au fait qu'il connaît pas un bon début de carrière. C'est sa 2e saison avec les Colts, Adonai Mitchell. Il est sous-productif depuis qu'il est arrivé. On l'a vu sur le jeu où il a presque marqué un touché. Il est un joueur d'un talent exceptionnel. Il a des attributs physiques qui sont super. Eh bien, on dirait que tout ne prend pas ensemble présentement. On pouvait dire l'an passé qu'il n'y avait pas un très bon corps arrière. Cette année, Daniel Jones fait du bon travail. Alors non, j'ai un peu de difficulté avec ça. Ce que je vois de positif, par contre, pour les Colts, de un, c'était notre plus gros défi, selon moi, de la saison. Parce que oui, on a battu les Broncos un peu plus tôt durant la campagne, sauf que c'était à la maison. Là, on allait sur la route à Los Angeles, un long voyage qui est souvent difficile à faire, et on s'en sort avec un match serré. Et surtout, Daniel Jones, malgré le fait qu'il ait lancé 2 interceptions, la deuxième, on peut dire qu'il fallait qu'il force le jeu en fin de match. Mais pour moi, le carrosse n'est pas redevenu une citrouille, au sens où Daniel Jones n'avait pas l'air de Daniel Jones des Giants, qui a pratiquement l'air fou à toutes les séquences sur le terrain. Il avait l'air d'un bon corps arrière. Il a fait ce qu'il pouvait. Est-ce que c'était son meilleur match? Non. Mais écoute, on l'a vu tellement souvent être pire que pour moi, je place encore ça dans la catégorie de les Colts sont encourageants pour le reste de la saison. C'est une bonne équipe contre qui on a perdu. Ouais, Cam Curl qui a réussi 2 interceptions au départ de Daniel Jones. La dernière, il n'a pas vu Curl, puis je m'explique mal comment il n'a pas vu le maraudeur qui était là. Il a forcé le ballon. Moi, c'est le jeu qui m'a fait penser à l'ancien Daniel Jones, au Daniel Jones des Giants de New York. Mais c'est simple, ce sont les revirements, comme tu viens de le dire, qui ont coûté la rencontre
aux Colts d'Indianapolis. On a été victime de 3 revirements comparativement à 1 du côté des Rams. La crampe au cerveau, bien sûr, d'Adonai Mitchell. Et comme tu l'as dit, les Rams sont une équipe de qualité. Ils sont allés à Philadelphie la semaine dernière. Ils auraient pu gagner ce match-là contre les Eagles. C'est une des premières formations de l'Association nationale. Pour moi, les Rams de Los Angeles. Oui. Alors oui, les Colts ne sont pas à rougir de cette défaite-là. Puis comme tu l'as dit, leur calendrier est relativement facile. Alors, j'ai hâte de voir la suite des choses, surtout que les Jaguars ont gagné. On va en parler un peu plus tard de cette victoire de Jacksonville qui leur permet de rejoindre en tête de la section sud de l'américaine les Colts d'Indianapolis. Les Ravens de Baltimore. Il faut qu'on parle des Ravens parce que là, rien ne va plus, Renaud. Ils ont perdu à Kansas City. Avant le début de la rencontre, on se disait wow, c'est vraiment incroyable. Une de ces 2 formations-là va avoir une fiche de 1 victoire et 3 défaites. Ben, ce sont les Ravens. Oui, les Ravens de Baltimore qui se retrouvent avec un dossier de 1-3. Puis là, en plus de ça, Lamar Jackson n'a pas été en mesure de terminer la rencontre. John Harbaugh, après le match, n'a pas vraiment donné de détails. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est blessé aux ischio-jambiers. Cooper Rush s'est amené en relève, mais même à ce moment-là, le match était fini. Là. Les Chiefs contrôlaient complètement ce match-là. Mais même avant de parler de Lamar Jackson, Renaud, j'aimerais qu'on parle de la défense des Ravens de Baltimore. Parce qu'en 4 matchs cette année, 3 fois, on a accordé plus de 30 points. Puis là, c'est une tendance qui se maintient. On n'est pas en mesure d'appliquer de la pression sur les carrières adverses. On a perdu les services de Nate Wiggins, un demi-coin de 2e année. Je te pose la question, est-ce que tu es inquiet pour les Ravens de Baltimore maintenant qu'ils présentent un dossier de 1 victoire et 3 revers et leur liste de blessés commence vraiment à être longue? On parle de joueurs de qualité. Le Calvin Noy, il est absent. Nnamdi Mdabouké, notre excellent plaqueur, il a blessure au cou. Et on dit que peut-être même sa saison est terminée. Lamar blessé, Nate Wiggins. Est-ce qu'on appuie sur le bouton de panique du côté de Baltimore? Ben, puis tu peux ajouter Roquan Smith et Marlon Humphrey qui se sont blessés pendant le match d'aujourd'hui, qui n'ont pas complété la rencontre. Écoute, c'est sûr et certain que ça va dépendre de combien de temps tous ces gars-là vont s'absenter. À commencer par Lamar Jackson. Si tu me dis que Lamar Jackson va rater la moitié de la saison, là, je te l'annonce, on appuie sur le bouton panique très fort plusieurs fois. Ceci étant dit, les Ravens ont quand même une équipe pour se replacer. Puis on analyse les 3 défaites. Bon, celle contre les Chiefs aujourd'hui, il y en a une contre les Bills, il y en a une contre les Lions de Détroit. Au niveau de participer aux éliminatoires, je te dirais, ils peuvent rebondir. Ils peuvent revenir encore dans la course parce que la saison est jeune et qu'on a tassé 3 gros clubs déjà là, de notre calendrier. Ceci étant dit, je me dis, ben une fois en éliminatoire, est-ce qu'on va être capable de battre des bonnes équipes? Parce que là, on est 0-3 justement, jusqu'à maintenant contre les équipes. Celle d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut donner un mulligan? Il y avait tellement d'absents, Lamar Jackson ne termine pas le match. OK. Mais dans les autres matchs, regarde la manière dont on a perdu la partie contre Buffalo, la manière dont on a perdu la partie contre Détroit, des matchs qu'on aurait pu et dû aller gagner, et on a été victime de mauvais revirements. Derrick Henry qui a échappé des ballons, qui ont fait en sorte que on a redonné la possession à l'adversaire et on a donné l'occasion à des bonnes attaques d'aller gagner. Donc la défense des Ravens l'an dernier, par la passe, elle était 31e. C'est pas amélioré cette année malgré le fait qu'on a fait des ajouts pour s'améliorer. Et là, force est d'admettre que même contre le sol, on n'est pas super efficace. La semaine dernière, on a donné énormément de verges au duo Montgomery-Gibbs, qui en est un des très bons, sinon le meilleur de toute la ligue, j'en conviens, mais quand même. Et encore aujourd'hui, 118 verges concédées au sol aux Chiefs. Puis en général, on a donné beaucoup de verges aux Chiefs, 382 verges totales. Puis ça fait bizarre de dire ça, mais les Chiefs, depuis 2 ans, même 3 ans, c'est pas une attaque à tout casser. C'est pas normal qu'on donne près de 400 verges à cette équipe-là. Non, moi, je trouve que c'est alarmant, là, qu'est-ce qui se passe défensivement du côté des Ravens. Même en santé, on accordait énormément de verges et énormément de points. Mais là, avec tous les blessés qu'on vient de mentionner, ben là, c'est pire. Puis, lorsque Lamar s'est blessé, le match était déjà hors de portée pour les Ravens de Baltimore. Moi, j'appuie déjà sur le bouton de panique des Ravens. OK? C'est aussi simple que ça. Ça va vraiment pas bien. Puis là, on va devoir attendre la mise à jour sur l'état de santé de Lamar Jackson. Mais peu importe, même avec Lamar en santé, si tu accordes 30-35 points à toutes les semaines, ça devient vraiment difficile afin de gagner des matchs. Et du côté des Chiefs de Kansas City, Xavier Worthy était de retour. Puis on l'a vu, il a réellement eu un impact au sein de l'attaque des Chiefs de Kansas City. Comme tu as dit, ce n'est plus la grosse machine rouge. L'attaque des Chiefs qui marquait 30-35 points à toutes les semaines il y a quelques années,
Mais avec l'arrivée de Worthy, il a eu un impact au sein de l'attaque. Tyquan Thornton continue d'avoir une bonne saison pour les Chiefs et pour Patrick Mahomes. Je crois que ça a vraiment été une performance encourageante du côté de l'attaque de Kansas City face aux Ravens de Baltimore plus tôt aujourd'hui. Ouais, ben écoute, pour Worthy, c'est rien de moins que son meilleur total de verges sur réception en carrière. Bon, en 2 saisons, tu me diras, mais quand même, c'est son plus haut total. Et il a aussi mené les Chiefs pour les verges au sol. Alors, il a été utilisé à toutes les sauces. C'est ce qu'on voulait voir. Puis on en parlait, toi et moi, pendant NFL Red Zone. Il n'y a aucune longue passe verticale qu'on envoie vers lui ou qu'on tente, mais qu'on réussit pas nécessairement. Ce sont des jeux à développement, des balayages, des endroits où on lui envoie le ballon sur une courte passe, mais où on lui donne de l'espace après pour faire des jeux avec ses pieds. Donc, j'aime la manière dont on utilise Xavier Worthy, parce qu'on va être franc, si c'était seulement une menace verticale, ce serait un peu décevant d'utiliser un choix de première ronde sur un joueur qui ne connaît qu'un seul tracé, qui est celui en direction droit devant. Ouais, dans mes notes avant la rencontre, j'ai hésité devant moi là, sur mon écran, j'avais écrit est-ce que Baltimore peut éviter de choquer contre une bonne équipe? Parce que c'est ce qu'on voit de la part des Ravens dans des dernières années. Ben, la réponse, c'est que c'est non. Parce que, comme je l'ai dit, les Chiefs ont complètement contrôlé cette rencontre au Arrowhead Stadium. Les Jaguars de Jacksonville sont allés d'une belle victoire à San Francisco contre les 49ers. Ils ont un dossier identique maintenant à celui des Colts d'Indianapolis. 3 victoires et 1 défaite. Les 2 équipes jouent au sein de la section sud de l'association américaine. Et la chose qui saute aux yeux, c'est comment on est en mesure de provoquer des revirements du côté de la défense des Jaguars. Depuis le début de la saison, on en a provoqué 4 dimanche après-midi contre les Niners. Depuis le début de la saison, à tous les matchs, on a au moins provoqué, Renaud, 3 revirements du côté de la défense des Jaguars. Ouais, puis écoute, même si les 49ers est une équipe pas mal amochée, je considère quand même que c'était un gros défi de se rendre à San Francisco, dans une ambiance quand même hostile et avec une équipe qui quand même se tenait debout. Là, les 49ers, on a beau dire qu'ils ont beaucoup de joueurs clés qui sont blessés, ils ont aussi des bons joueurs qui sont en uniforme. Brock Purdy était de retour. Christian McCaffrey est en uniforme. Il a connu un bon match, d'ailleurs, autant au sol que par voie de réception. Et chez les Jaguars, faut le dire, c'est la défense qui fait les jeux présentement parce qu'en attaque, ni toi ni moi pendant Red Zone, on était convaincus parce que Trevor Lawrence faisait. Ses statistiques sont pas reluisantes pour le match non plus. Il a évité les interceptions. Ça, c'est sûr et certain que c'est une clé dans son jeu. Ça a été tellement un problème depuis le début de sa carrière, les revirements, que s'il peut les limiter, je suis prêt à vivre avec le fait qu'il va peut-être mettre des statistiques moins sexy, mais qu'il ne donne pas le ballon à l'adversaire. Et il faut parler inévitablement littéralement de la résurrection de Travis Etienne, qui était porté disparu depuis 2 ans et qui, là, va chercher 124 verges au sol. Rappelle-toi, à un certain moment, on parlait de pratiquement 2 ans complets pour Etienne sans une performance de 100 verges au sol. Et là, depuis le début de la saison, on est forcé d'admettre qu'il fait du bon travail, puis j'ai l'impression qu'il accélère à chaque match. Ouais, non, t'as raison. Écoute, il avait l'air beaucoup plus rapide que tout au long de la dernière saison. Moi, je m'attendais pas à ça. Moi, je pensais qu'il allait être sur la pente descendante de sa carrière, mais tu fais bien de le mentionner. Alors que du côté des Niners, tu sais, on a Ricky Pearsall qui a quitté. Il est allé momentanément sous la tente médicale. La liste des blessés, elle est longue du côté de San Francisco. On a livré une belle bataille malgré tous les absents. Brock Purdy a effectué un retour au jeu. Mais du côté des Jaguars, tu sais, Trevor Lawrence, encore une fois, tu sais, à la fin de la rencontre, on devait écouler le temps du côté des Jaguars. Lawrence fait une course, puis au lieu de sortir à l'extérieur des limites du terrain, il glisse trop tôt, ce qui fait en sorte que le chronomètre a continué, le temps a continué de s'écouler. Ça aurait pu hanter les Jaguars de Jacksonville, mais c'est comme ça à chaque match, il faut d'une façon ou d'une autre qu'ils soient victimes d'une crampe au cerveau. Mais peu importe, c'est une victoire de qualité, je crois. Je suis d'accord avec toi, malgré le fait que les Niners sont décimés par les blessures. Je pense que c'est une victoire de qualité du côté des Jaguars de Jacksonville. Maintenant, on a eu droit à toute une surprise, Renaud. Jackson Dart effectuait son premier départ en carrière dans l'uniforme des Giants. Les Giants recevaient les Chargers de Los Angeles. Moi, je me disais, ben ça y est, on n'a aucune chance de l'emporter avec un carrière recru contre les Chargers. Il y a une chose que j'avais oubliée dans mon évaluation lorsque je suis allé de ma prédiction d'une victoire des Chargers. Les équipes de la côte ouest, lorsqu'elles jouent à 13h, ce qui est 10h, heure de l'ouest, très souvent, on a des lents débuts de match et c'est exactement ce qui est arrivé aux Chargers.
Moi, Didier, même si tu m'avais écrit ça en gros de la feuille de notes au début de la journée, j'aurais quand même prédit une victoire des Chargers haut la main. Et finalement, on dirait que tout a souri hein, aux Giants dans ce match-là. Ça n'a pas été un match statistiquement sexy là, pour Jackson Dart. Il a fait des jeux avec ses pieds, particulièrement en première demi. Tu remarqueras Ouais. en deuxième demi, les courses étaient beaucoup plus courtes, mais en première demi, on dirait que les Chargers ne savaient pas où donner de la tête avec lui. Puis c'est un peu normal, on n'avait aucun tape, Ouais, aucune c'est ça bande qui est vidéo arrivé. de lui Ils les ont dans la surpris avec les NFL. jeux de course planifiés avec Jackson Dart. Ça a complètement surpris la défense des Chargers. Exact. Puis en deuxième demi, on va lever notre chapeau à la défense des Giants qui, quand même, a fait du bon travail là, pour limiter les dégâts. On a accordé seulement 18 points aux Chargers de Los Angeles. On avait un gros carrière de l'autre côté en Justin Herbert à arrêter. Je pense qu'on a fait du bon travail pour limiter les dégâts. On a réussi à l'intercepter 2 fois à part de ça, Justin Herbert, dans le match. C'était un candidat au titre de MVP avant la rencontre. Puis la défense des Giants, qu'on a critiqué au cours des dernières semaines, au cours des dernières années. Elle n'a pas connu un match parfait, mais elle a limité les dégâts, puis elle a donné une chance à son attaque d'aller gagner le match, puis c'est ce qu'elle a fait. Ouais, définitivement. Mais j'ai hâte de voir la suite pour Jackson Dart parce que vraiment, ça n'a pas été impressionnant avec son bras. Là. Tu sais, ce sont Non. ces jeux-là, ces courses-là. Scadaboo n'a pas connu un mauvais match également à la position de porteur de ballon, mais c'est pas quelque chose qui est viable sur une longue durée, là, de courir comme ça avec Jackson Dart. Écoute, pour l'espace d'une semaine, là, Brian Daboll a sauvé son emploi. Il est allé chercher une victoire face à une bonne équipe à domicile. Je n'ai pas été impressionné par le jeu aérien des Giants de New York. Là. Et ils ont perdu Là, leur meilleur receveur. et voilà, c'est ça. Alors, c'est venu à un prix, là, cette victoire-là. Malik Neighbors, selon ce qui a été rapporté, sa saison serait terminée. Il Non. se serait déchiré le ligament croisé antérieur dans le genou droit. Alors là, ça va être encore plus difficile pour Jackson Dart et l'attaque aérienne des Giants de New York sans Malik Neighbors. Alors que du côté des Chargers, on a perdu le service de notre bloqueur à gauche, Joe Hart, qui est réellement notre Ouais. bloqueur à droite. Il joue à la position de bloqueur à gauche à cause que lors du camp d'entraînement, on a perdu le service de Rashawn Slater pour toute la saison. D'après ce que j'ai lu, Joe Hart aurait subi une entorse à une cheville. Alors là, on parle d'une absence de 4 à 6 semaines là, lorsque c'est une entorse. Alors là, on va jouer avec des bloqueurs réservistes aux deux positions de bloqueurs du côté des Chargers. L'excellent début de saison de Los Angeles, là, ça pourrait peut-être connaître une déroute. Là. On a une fiche de 3 victoires et une défaite, mais on va devoir surveiller ça au niveau de la ligne à l'attaque. Omarion Hampton, il a connu un fort match aujourd'hui pour les Chargers. On l'a vu qu'avec son gros cabaret, à quel point il est rapide, explosif. Alors, on attendait d'assister à son émergence, puis je pense que ça a été le cas aujourd'hui. Mais on va devoir surveiller la ligne à l'attaque des Chargers avec ses nombreux blessés. Maintenant, à Houston, finalement, les Texans ont décroché une première victoire. Tu vas me dire si c'était contre la pire équipe de la Ligue, les Titans du Tennessee, mais peu importe, à ce point ici, là, avec une fiche de 0-3, tout ce qu'on voulait, c'est aller chercher une première victoire cette année du côté des Texans de Houston. Ça n'a pas été facile. Hein. La marque finale est trompeuse parce que ce match a été serré pendant un bon bout de temps. On avait des ennuis du côté de l'attaque des Texans de Houston. Ce sont les mêmes problèmes là, qu'on a vus depuis le début de la saison, Renaud. Des ennuis avec la ligne à attaque, la protection, les receveurs de passe qui ne faisaient pas de jeu. Mais en deuxième demi, il y a notamment Higgins qu'on a repêché du côté des Texans, qui a inscrit un touché, puis on en avait besoin. Parce que Higgins et Noël, les deux choix au repêchage, donc on a dépensé des choix au repêchage à position de receveur, ils sont invisibles depuis le début de la saison, mais au moins Higgins a donné signe de vie aujourd'hui. Mais encore une fois, ça n'a pas été facile face à la performance de la NFL, les Titans du Tennessee. Ouais, mais tu sais, dans le cas de Higgins, son touché, c'était sa seule réception du match. Dans le cas de Noël, il a une réception. Ses verges sont dans les négatives à -2. Donc, on peut pas dire non plus qu'ils sont sortis de leur coquille nécessairement. Alors, Et ce vraiment match-là, pas. je te rappelle, au début du quatrième quart, quand le quatrième quart a commencé, la marque était de 6-0 pour les Texans. C'était 2 bottées de placement qu'on avait réussi. Et Joey Sly, le botteur des Titans, a raté 2 placements en début de rencontre. Donc, le match Oui. aurait dû, en fait, être 6-6 au moment d'entrer dans le match. Il y a eu des longues bottées de placement qui ont été réussies. Quand Amy Fairburn a réussi une tentative sur 47 et 43, alors ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Pour moi, les Texans n'ont pas été rassurants dans ce match-là. C'est rare qu'on dise ça après une victoire de 26-0. Mais comme tu as dit en début d'intervention, la marque finale, elle est trompeuse. À partir du moment au début du quatrième quart où les Texans ont marqué leur premier touché,
on a senti là, vraiment les Titans s'effondrer. Et si on regarde depuis le début de la saison, les Titans, leur carrière, Cam Ward est constamment sous pression et souvent, au quatrième quart, on arrive à un point où il est même plus capable de jouer parce qu'il est complètement en train de se sauver pour sa vie. Donc, à partir de quand les Texans se sont mis à marquer des touchés, vraiment, on pouvait pas espérer que les Titans reviennent dans la rencontre. Et je sais pas si tu as vu les commentaires de Cam Ward après la rencontre, mais il a dit on a été mauvais. Puis il a utilisé un langage pas mal plus grossier que ce que lui j'utilise en ce moment. Oui, non, puis il n'est pas habitué à ça. Hein. Tu sais, Cam Ward, c'est une carrière qu'il a gagnée partout où il est allé. Puis là, présentement, c'est très difficile. Puis oublie pas, du côté des Titans du Tennessee, Brian Callahan, l'entraîneur-chef, habituellement, c'est lui qui sélectionne les jeux. Mais là, au début de la semaine, il a annoncé qu'il avait un des assistants qui allait dorénavant sélectionner les jeux. C'est un assistant à la position de carrière. Le changement n'a pas été bon. On vient de perdre par jeu blanc. Imagine-toi, Renaud. Après ce changement-là, déjà que tes partisans des Titans demandent la tête de Callahan, on exige qu'il soit congédié. Là, cette décision-là, peut-être que c'est ça qui va en faire en sorte qu'il va perdre son emploi. Peut-être même, aussitôt que demain matin, on peut peut-être se réveiller et apprendre que Brian Callahan a perdu son emploi. En tout cas, on va voir, mais ça va vraiment pas bien du côté des Titans du Tennessee. Maintenant, il y a les Commanders de Washington qui rendaient visite aux Falcons d'Atlanta. La semaine dernière, les Commanders ont gagné avec Marcus Mariota au poste de quart. On tentait d'être 2-2 sans les services de Jaden Daniels. Mais les Falcons, ils ont rebondi après cette défaite tout à fait embarrassante à Caroline par le pointage de 30-0 la semaine dernière. Plus de 300 verges par la passe pour Michael Penix. Bijan Robinson a été sensationnel pour les Falcons. On avait grandement besoin d'une victoire et puis on a été en mesure de la décrocher à domicile. Ouais, écoute, Bijan Robinson est allé chercher 181 verges à lui seul, que ce soit par réception là, ou au sol, aux verges combinées. Michael Penix, malgré les 313 verges, malgré les 2 passes de toucher, je me souviens durant le match, à un moment donné, avoir mentionné que j'étais quand même pas à 100% rassuré, qu'il y avait encore des déchets dans son jeu. Il a lancé une mauvaise interception. Et quand on voit un gars comme Bijan Robinson aller chercher 106 verges, ben on s'entend à Bijan Robinson, il court pas des tracés au coin ou des tracés au poteau. Ce sont des courtes passes, souvent dans le champ arrière, qui sont attrapées et que lui transforme en long gain. Donc, je suis pas 100% satisfait de ce que j'ai vu de la part des Falcons ou rassuré. Ceci étant dit, on voit bien que ce qui est arrivé la semaine dernière est beaucoup contre les Panthers est beaucoup trop mauvais pour les standards des Falcons. Ils sont quand même meilleurs que ce qu'on a vu la semaine dernière contre les Panthers qui, au final, sont redevenus les Panthers cette semaine. On va en parler dans quelques instants, mais qui n'ont pas été impressionnants. Il faut dire que de l'autre côté, on a affronté les Commanders privés de leur carrière étoile Jaden Daniels, mais aussi privés de leur meilleur receveur Terry McLaurin. Et on a marqué 27 points quand même du côté de Washington. Donc, tout n'est pas parfait du côté d'Atlanta. Il y a encore quelques petits trucs qui vont être à travailler. On a réussi 2 sacs du corps aujourd'hui. Écoute, le standard des Falcons est tellement bas en termes de pression sur les carrières qu'on va leur dire bravo. Ils jouaient contre un carrière mobile en plus qui est capable de sauver et qui sait sauver de la pression à quelques reprises. Mais pour moi, je ne suis pas encore convaincu par les Falcons d'Atlanta. Ça va m'en prendre plus. Ah, ok, moi je vois ça exactement comme toi. Mais faut pas oublier, encore une fois, je le rappelle, puis on en a discuté pendant qu'on était à la description ensemble au NFL Red Zone. C'était juste le 7e départ en carrière pour Michael Penix. Alors, il faut se souvenir de ça. Là. Il n'est pas un sauveur. Est-ce qu'il progresse? Je crois qu'aujourd'hui, ça a été un meilleur départ que la semaine dernière contre les Panthers. Ça veut dire que la barre était très basse, mais n'empêche. Oui. Alors, au moins, ça a été un pas dans la bonne direction pour les Falcons d'Atlanta. Un gros match de la part de Deebo Samuel dans la défaite. Alors, tu as mentionné les blessés du côté des Commanders, dont Jaden Daniels. Alors, je m'attends bien sûr qu'on soit mieux. Surtout, je lisais avant la rencontre qu'on anticipait un retour au jeu de la part de Jaden Daniels la semaine prochaine. Alors, on verra si également Terry McLaurin sera de retour du côté de la formation de Washington. À Buffalo, les Bills ont gagné contre les Saints, mais c'est une autre rencontre où la marque finale est trompeuse parce que ce match a été serré pendant un bon bout de temps. Les Saints sont coriaces depuis le début de la saison. Ils étaient revenus en deuxième demi contre les Cardinals de l'Arizona, alors que les Cardinals avaient une bonne avance il y a quelques semaines. Là, on est allé à Buffalo, où moi, j'étais certain que les Saints allaient se faire éclater. Mais c'était pas du fait qu'on a bousillé 2 présences dans la zone critique, Renaud. Notamment, on a essayé le Philly Special, on a été d'un jeu truqué, ça n'a pas marché, on a été victime de revirements. Mais si on n'a pas été aussi cute, là,
dans la zone critique, peut-être qu'on aurait pu causer une surprise du côté des Saints de la Nouvelle-Orléans. Ben complètement, où on aurait au moins pu amener ça serré et forcer Josh Allen à mettre sur pied une séquence en fin de match pour gagner la rencontre. Finalement, j'ai l'impression qu'à partir de cette interception-là, les Bills ont vraiment pris le dessus. Ça prenait ce qu'on appelle un perfect storm là, pour les Saints pour aller causer une surprise à Buffalo. Je pense que dans les circonstances, on peut quand même leur lever notre chapeau. Les Saints, ils sont compétitifs à chaque semaine, même s'ils finissent par perdre le match. Et les attentes sont ultra basses en Nouvelle-Orléans cette année. En fait, ce que les partisans souhaitent plus que tout, c'est d'obtenir le premier choix au repêchage. Donc, on va lever notre chapeau à Kellen Moore, l'entraîneur-chef, qui rend une équipe qui vraiment est un des pires alignements, sinon le pire alignement, peut-être avec les Titans là, de toute la NFL, et le rend compétitif semaine après semaine, même lorsqu'on affronte des bons adversaires sur la route, comme cette semaine avec les Bills de Buffalo. Puis du côté des Bills, ben, le jeu au sol a encore fait des siennes. Hein? James Cook a continué sur sa séquence de l'an dernier. L'an passé, ça a été comme une révélation pour lui. Il est devenu un porteur de ballon étoile. Il a demandé une augmentation de salaire qu'il a obtenue durant le camp d'entraînement. Mais le carrosse aurait pu redevenir une citrouille dans le cas de James Cook. Et non, cette année, il connaît encore une bonne saison. Donc, je pense que c'est de bon augure pour Buffalo qui, je le rappelle, est 4-0, alors que les Chiefs sont 2-2, alors que les Ravens sont 1-3, et pendant que d'autres équipes qui avaient une fiche parfaite, je pense notamment aux Chargers de Los Angeles, ont perdu aujourd'hui. Donc, les Bills, en ce moment, sont en train de foncer vers le premier rang de l'américaine. Et si je me trompe pas, présentement, les deux seules équipes invaincues qui restent dans la NFL sont les Eagles et les Bills. Donc, les Bills seraient seuls dans l'AFC. Ouais, les Bills qui présentent un dossier de 4 victoires, aucune défaite pour la première fois en 30 ans. Là. Alors, on parle de 1995. On dirait que Josh Allen s'est choqué. On en a parlé, là, il y a certains moments, il a mis sa cape de Superman, il a fait une séquence pratiquement à lui seul au quatrième quart. Puis là, après ça, ben, c'en était fait pour les Saints de la Nouvelle-Orléans. Puis tu parlais des partisans des Saints qui, eux, souhaitent voir leur équipe avoir le premier choix du repêchage. Passant là, au football universitaire américain, je ne sais pas si tu suis ça, mais ça va pas bien là, pour les meilleurs espoirs. Du moins, les joueurs qu'on jouait qui étaient les meilleurs espoirs de la position de carrière avant le début de la saison. Il y a plusieurs déceptions. Alors, des équipes qui misaient sur le repêchage de 2026 pour se trouver un quart arrière, on risque d'être déçus. Là, parce que ça ne sera pas comme la QV de 2024 où 6 quarts avaient été sélectionnés en première ronde. Je peux déjà te dire ça, alors qu'on est toujours au mois de septembre. Ça, pour moi, ça, c'est vraiment clair. Alors, on verra. Buffalo continue de gagner, tout simplement. Les Lions de Détroit, ils recevaient les Browns de Cleveland. On avait hâte de voir cette rencontre-là pour l'affrontement entre l'excellente défense des Browns et la brillante attaque des Lions de Détroit. En plus de ça, John Morton, le coordinateur à l'attaque de Détroit, durant la semaine, avait dit que les Browns de Cleveland n'ont jamais vu une attaque terrestre comme celle des Lions de Détroit. Myles Garrett n'avait pas vraiment apprécié. On a répondu à ça, mais finalement, Détroit a eu le dernier mot. Une victoire de 34-10 pour les Lions. La défense des Browns a essayé de faire ce qu'elle pouvait, mais on n'a pas d'attaque du côté des Browns de Cleveland. Je te pose la question, Renaud. C'est simple. Est-ce que le moment est venu déjà d'envoyer soit Dylan Gabriel ou Shedeur Sanders, de faire jouer un de nos jeunes carrières? Parce que Joe Flacco, là, toi et moi, on a de l'affection pour Joe Flacco. Toi, tu le surnommes Oncle Joe. Moi, j'aime rappeler qu'il est le joueur par excellence du Super Bowl 48, même si ça fait très longtemps de ça fait 12 ans. Mais là, écoute, il commet des erreurs de recrue. Rendu là, est-ce que tu t'enverras pas une recrue justement dans la mêlée? Ben, sur la dernière séquence du match, on a envoyé Dylan Gabriel. Je sais qu'on ne l'a pas vu à Red Zone, mais je viens de le voir dans les statistiques. Mais écoute, pour une passe, on s'entend, là, on a eu 1001 occasions de le faire dans le match et on n'a pas décidé de le faire alors qu'on était compétitif pendant une partie de la rencontre là, du côté de Cleveland. Pour rappeler aussi que la semaine dernière, quand on a battu les Packers, c'était à domicile à Cleveland. Il y avait énormément de pluie aussi qui a coulé durant ce match-là. Donc, des intangibles qui viennent peut-être changer la rencontre. Là, on avait à Détroit, dans un stade couvert, un endroit où les Lions sont rois et maîtres. Et les Lions sont quand même une équipe qui, selon moi, ont plus de concret prouvé que les Packers, pour qui il y avait quand même encore des points d'interrogation en début de saison, même s'ils sont une bonne équipe. Je note que la défense des Browns, même si elle fait un bon travail, puis pendant une bonne partie du match, elle a fait un bon travail, elle n'a pas de récolté de sac du corps aujourd'hui. C'est pas parce qu'on a affronté un carrière mobile
en Jared Goff. On n'était tout simplement pas capable de mettre de la pression sur lui. Et sinon, ben, Goff, de un, profite de la présence de deux excellents porteurs de ballon, mais en plus, on a tellement des bonnes cibles du côté de Détroit qu'on peut se débarrasser rapidement du ballon. Donc, on a ce qu'on dit un match-up parfait pour affronter les Browns de Cleveland, et aussi bonne puisse être la défense des Browns. C'est sûr que quand tu passes autant de temps sur le terrain qu'elle le fait depuis le début de la saison, inévitablement, ben, tu vas te fatiguer et tu vas finir par flancher. Pour répondre à ta question, oui, je procéderai à un changement chez les Browns, parce que des fois, on se demande est-ce que ça peut être pire que ce qu'on voit en ce moment? Puis, de la part de Joe Flacco, il y a absolument, mais absolument aucune production. Il est victime de revirements. Il peut plus se déplacer à l'âge où il est rendu. Deux interceptions et un échappé. Il peut pas éviter la pression non plus. Écoute, les Browns n'aspirent pas aux éliminatoires cette année. Si tu me disais, les Browns aspirent à quelque chose ou peu importe, je dirais, on risquera peut-être pas d'envoyer un jeune qui est pas, on s'entend, c'est pas des choix de première ronde en plus, là, les jeunes qu'on a repêchés. Mais rendu au point où on en est, c'est pas comme si Joe Flacco était notre avenir, là, du côté des Browns. Il sera plus là l'an prochain. Il va probablement être à la retraite. Alors, oui, moi, je profiterai de l'occasion pour envoyer, j'imagine Gabriel, parce que ça semble être lui, là, le numéro 2 présentement sur l'alignement des Browns. Ouais, en tout cas, on voit ça exactement de la même façon. C'est comme ça on perd notre temps. Il n'y a pas d'avenir avec Joe Flacco. Alors, faites jouer les jeunes carrières pour les évaluer. Vous les avez repêchés. Donc, il faut les évaluer là, éventuellement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend nécessairement du côté de Cleveland. Là, surtout que là, ça devient évident qu'on ne va pas participer aux éliminatoires avec Flacco. Je ne dis pas qu'on va le faire avec Dylan Gabriel ou Shedeur Sanders. C'est pas ça que je dis. Ce sont des carrières qui n'ont aucune expérience. Mais rendu là, évaluez vos jeunes corps du côté des Browns. À Foxborough, les Patriots ont gagné 42-13 contre les Panthers de la Caroline. Finalement, ça a été un retour à la normale, Renaud, pour les Panthers. Après leur victoire par jeu blanc 30-0, je ne comprends toujours pas comment les Falcons ont fait pour perdre 30-0 contre les Panthers. Bref, ça, c'était la semaine dernière. Alors, les Patriots, la semaine dernière, ils avaient été victimes de 5 revirements. Ils auraient dû battre les Steelers. Ils ont donné match à Pittsburgh en faisant continuellement cadeau du ballon à l'attaque des Steelers. Mais là, Drake May, 203 verges par la passe, 2 passes, 2 touchés. Il a également inscrit un touché au sol, responsable de 3 touchés. Je crois que ça a été une bonne performance. Ça a été un pas vers l'avant pour la formation de la Nouvelle-Angleterre. Tu vas me dire, c'est juste contre les Panthers. On a fait ce qu'on avait à faire. Face à la Caroline à domicile, on a marqué 42 points. Alors, les Patriots qui se retrouvent avec un dossier de 2-2 maintenant. Ouais, puis on a même réussi à mettre Stefon Diggs en match. 6 réceptions pour 101 verges pour Diggs, qui, bon, on sait, a subi une importante blessure l'an dernier. Il avance en âge et tout. Certains se demandaient quel genre de saison il allait connaître avec les Patriots, mais s'il peut connaître des matchs comme aujourd'hui et ne pas être une distraction hors du terrain, mais ça, c'est déjà une bonne chose. Et l'autre chose chez les Patriots que je note, c'est que les unités spéciales nous ont donné tout un coup de main. Marcus Jones a marqué un touché sur un retour de beauté de dégagement. Il a réussi un autre long retour qui il a pas marqué de touché sur ce deuxième retour-là, mais ça a quand même donné un incroyable positionnement sur le terrain aux Patriots. Et rappelle-toi, il y a 2 semaines, dans le match contre les Dolphins de Miami, en fin de 4e quart, les Dolphins avaient pris les devants sur un retour de beauté de dégagement et tout de suite après, les Patriots avaient répliqué avec un retour de beauté d'envoi pour le toucher d'Antonio Gibson. Ça me fait un peu mal d'en parler, mais j'en parle quand même. Les unités spéciales des Patriots qui font du bon travail depuis le début de la saison. Puis si on peut avoir des petites étincelles ici et là d'ici la fin du calendrier, moi j'ai l'impression que les Patriots, c'est une équipe qui va être meilleure au match 17 qu'elle était au match numéro 1 en raison de la progression. Si tranquillement, les unités spéciales comme ça peuvent nous donner des jeux, ben les Patriots peuvent espérer être dans la course aux éliminatoires jusqu'à la toute fin et qui sait peut-être se qualifier. Ouais. Moi, je crois que c'est un an trop tôt pour une qualification en éliminatoire du côté des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Regarde, le temps nous dira là, si c'est vrai ou pas. Mais moi, il y a 2 équipes que j'attends vraiment la deuxième moitié de la saison pour les évaluer. Dans l'américaine, ce sont les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Et du côté de la nationale, ce sont les Bears de Chicago. Puis ça me permet de faire la transition au match des Bears. Victoire de 25-24 contre les Raiders de Las Vegas. Puis finalement, là, les Bears ont joué de chance parce qu'ils ont été en mesure de bloquer une tentative de beauté de précision des Raiders lors du dernier jeu du match. Les unités spéciales pour une 2e semaine de suite ont un impact dans le résultat de plusieurs rencontres à la fin du 4e quart.
Alors, comme je disais, les Bears, moi, j'attends la deuxième moitié de la saison afin de les évaluer. Parce que là, bon, c'est une deuxième victoire. On avait gagné la semaine dernière, mais c'est contre les Cowboys. Puis la mauvaise défense de Dallas. Puis là, c'est un peu la même chose. Face aux Raiders, les Raiders ont vraiment une mauvaise unité défensive en général, en particulier leur tertiaire, la mise à part, bon, Max Crosby qui a continuellement été dans le champ arrière. On a eu la chance de Ouais. voir ça, toi et moi, ensemble. Alors, Caleb Williams, 212 verges par la passe, une passe de toucher, il a été victime d'une interception. Qu'est-ce qui te saute aux yeux? Qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre-là, que ce soit du côté des Raiders ou des Bears de Chicago? En passant, 3 interceptions encore une fois pour Geno Smith. Moi, je pensais qu'il allait stabiliser la position carrière du côté des Raiders, mais il est en train de devenir une machine à revirement. Ben, la première chose que j'ai remarqué pour les Raiders, c'est que malgré la défaite sur le dernier jeu du match, comme tu l'as mentionné, Ashton Genty a connu un premier vrai bon match Oui. avec l'équipe et c'est pas nécessairement parce que sa ligne à l'attaque l'a aidé, hein, parce qu'on l'a vu, c'était encore difficile pour la ligne qui laissait les joueurs des Bears passer sur les jeux de passe et qui avait de la difficulté à ouvrir le chemin sur les jeux au sol. Mais Genty est allé chercher 6,6 verges par course. Il y a une longue course de 64 verges. Il a marqué un touché au sol. Il est allé chercher 138 verges seulement au sol. Il était même impliqué à quelques reprises dans le jeu par la passe. En fait, il a marqué 2 touchés Ouais, aussi 2 sur touchés par la réception. passe, ouais. Ouais, exact. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle, mais comme je te le mentionne souvent à NFL Red Zone, pour moi, c'était pas la sélection à faire du côté des Raiders. Notre équipe était pas prête à aller chercher un porteur de ballon. On a encore trop de trous et en défense et sur la ligne à l'attaque. Et en général, regarde le commentaire qu'on a fait. Excuse-moi, ça a sauté pendant 2 secondes. La remarque qu'on faisait en début de saison pour les Raiders de Las Vegas, c'est qu'ils s'étaient améliorés, qu'ils n'étaient pas encore une bonne équipe, mais qu'ils s'étaient améliorés parce que Geno Smith est meilleur qu'Aiden O'Connell au poste de carrière, que Pete Carroll est un vrai entraîneur-chef comparé à Antonio Pierce qui était là l'an dernier ou la dernière saison et demie, et que évidemment on ajoutait Ashton Genty dans l'attaque. Et pour moi, ça redonnait aux Raiders le statut de regardable, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas un désastre complet lorsqu'on les voyait à 16h à NFL Red Zone. Mais je vais te dire, je les ai regardés aujourd'hui et ils passent le regardable par la peau des dents là, parce que c'est pas une bonne équipe. Il y a des gens qui pensaient que les Raiders allaient être dans la course aux éliminatoires. Moi, j'étais pas du lot, mais je peux te dire qu'après 4 matchs, je pense que le bandwagon des Raiders est vide au complet. Et Pete Carroll, on le sait, il sera pas là à super long terme avec les Raiders. Il fera pas 5-6 ans avec l'équipe. Je me demande si à la fin de la saison, on va pas se dire, ben écoute, on est mieux de tout de suite passer à autre chose et tout de suite penser au futur parce que visiblement, il n'y a rien qui va se passer avec cette équipe-là. Ouais, moi, je croyais sincèrement que l'arrivée de Pete Carroll et de Geno Smith, les deux positions les plus importantes, tu as amené un entraîneur-chef d'expérience, un carrière d'expérience, puis ça a stabilisé la concession. Mais on s'en rend compte, comme tu viens de le dire, là, il y a plusieurs trous de sein de cette formation-là. Geno Smith ne joue pas bien. Alors non, on n'est pas vraiment amélioré, là, même comparativement à lorsqu'on était sous Antonio Pierce ou à peu près. En tout cas, mais au moins c'est encourageant finalement. Là, les propriétaires en termes de fantasy football d'Ashton Genty doivent être très heureux de l'avoir vu enfin connaître un gros match. Lui, Omarion Hampton, les deux porteurs de ballon qui ont été sélectionnés, 128 verges et un touché au sol pour Omarion Hampton en seulement 12 courses du côté des Chargers. Alors, les deux ont été en mesure de se mettre en évidence. Mais avant qu'on se quitte, j'aimerais qu'on parle de la performance de Caleb Williams. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu en as pensé. Moi, je vois Caleb Williams par moment qui est plus calme dans la pochette. Parce que trop souvent, il déguerpille trop rapidement. Il croit qu'il est sous pression, puis on se rend compte, non, les joueurs sont bloqués. T'as pas raison là, de quitter la pochette, te mettre à courir. On a encore vu ça aujourd'hui. Contre les Raiders, je crois qu'on voit ça moins fréquemment. Il semble être en meilleur contrôle, rate encore des passes à l'occasion, mais je vois une progression au moins du côté de Caleb Williams. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Je vais être d'accord avec toi, il y a progression, il n'est pas encore arrivé, mais si on compare avec l'an dernier, où, rappelle-toi, là, à peu près 90% d'un match était mauvais pour Caleb Williams, et là, j'ai l'impression qu'on s'approche peut-être tranquillement du 50-50, au sens où, oui, il y a des passes où on le voit, il se concentre, est capable de repérer ses receveurs, mais il y a encore trop de passes imprécises parfois à des receveurs qui sont ouverts, et ce que tu viens de mentionner, on sent la pression constamment sur lui, et on dirait que sa seule façon de gérer la pression, c'est de se sauver par l'extérieur.
Donc, les équipes souvent l'envoient courir du côté gauche. C'est un carrière droitier, donc c'est difficile pour lui de compléter ses passes dans ces situations-là, mais il est incapable de faire ce qu'on appelle grimper la pochette. Donc, avancer, faire le petit crochet là pour mettre fin aux espoirs des joueurs défensifs et ensuite lancer sa passe. Et des fois aussi, lorsqu'il se sauve avec le ballon, on dirait qu'il n'a pas d'idée en tête et qu'il est en train de réfléchir à qu'est-ce que je fais au lieu de mettre les yeux sur un receveur, dire c'est lui, je trouve le bon timing pour le lancer. Non, on dirait qu'une fois qu'il est en train de courir puis qu'il est au bout de sa course et que là, il voit que soit un joueur va le rattraper ou que les lignes de côté arrivent, il fait un jeu le plus vite qu'il peut pour se débarrasser du ballon et des fois, ça se transforme en revirement. On a parlé de Max Crosby qui a passé le match au complet, puis je suis d'accord avec toi, le match au complet dans le champ arrière. Il a frappé une seule fois Caleb Williams dans le match, puis il y a eu seulement 2 contacts avec Williams dans le match au total de toute la défense des Raiders, sauf que Crosby est allé chercher 3 plaqués pour perte. Il a intercepté un ballon, il a rabattu 3 passes et il a forcé un échappé aussi. Donc, le Hawk était en forme pour les Raiders. Le problème pour lui, c'est qu'il est tout seul sur cette défense-là. Oui, c'est ça qui est malheureux. Hein? Tyree Wilson, ancien choix de première ronde, ne fait pas grand-chose non plus. Alors ouais, du côté des Raiders, moi je suis d'accord avec toi avec la sélection d'Ashton Jeanty. On aurait dû essayer de s'améliorer au niveau de la ligne, que ce soit de la ligne attaque ou de la ligne défensive. Bref, alors, ça va être une longue saison du côté des Raiders. Hein. L'échantillon est assez gros, là, je pense qu'on peut dire ça, avec après 4 matchs. Alors que du côté des Bears, bon, on fait ce qu'on avait à faire. Hein. Face à 2 mauvaises défenses, on a été en mesure de leur porter. Alors, on va voir si cette progression de Caleb Williams, ça se fait à petits pas, mais j'ai hâte de voir si ça va se poursuivre. Peut-être une dernière chose sur les Bears avant de se laisser, Didier. C'est pas seulement dans ce match-là, là, ça concerne le début de saison au grand complet. La défense qui devait être le point fort ou du moins soutenir l'attaque cette saison, je la trouve minable. Bon, on a seulement accordé 24 points, mais à une équipe qu'on vient de critiquer de long en large des Raiders. Puis depuis le début de la saison, c'est que, bon, oui, Caleb Williams a ses difficultés, l'attaque a ses difficultés, mais pour moi, c'est que cette attaque-là, cette année, devait être correcte et en progression et s'appuyer sur une défense qui nous donne la chance de gagner des matchs. En ce moment, c'est le contraire. C'est si l'attaque ne performe pas, on n'a aucune chance de gagner les matchs parce que la défense, bon, oui, on a créé des revirements dans ce match-là, 3 interceptions aux dépens de Geno Smith, mais j'ai pas l'impression qu'elle est dominante. Ouais, c'est ça, exact. Là, je veux rien leur enlever, mais c'est ça pareil, là. Non, c'est ça, exact. On n'est pas violent, on n'est pas premier au contact, on échappe des plaqués. Moi, pour une défense qui était supposée être bonne, puis au cours des dernières années, qui commençait bien les matchs, puis qui restait trop longtemps sur le terrain, et on disait « Ah, mais elle est épuisée, donc finalement, elle donne des points en fin de match. » Mais finalement, on se rend compte que la défense des Bears, elle est peut-être pas si bonne que ça, en fait. Elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Depuis le début de la saison, elle n'a pas été bonne. Il n'y a pas d'autre façon de le dire, là. Écoute, puis même Jeanty, qui vient de connaître le meilleur match de sa carrière, ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les Bears de Chicago. Rien contre Jeanty, mais la ligne à l'attaque des Raiders, elle est très mauvaise. Alors, malgré tout, les Raiders sont en mesure de courir avec le ballon avec succès. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle pour la défense des Bears de Chicago. Mais encore une fois, comme je te dis, les Bears, en particulier Caleb Williams, moi, je vais vraiment les évaluer lors de la deuxième moitié de la saison. Ben écoute, Renaud, on a fait le tour pour les gens là, qui nous écoutent ou qui nous regardent. Ce qu'il faut dire, c'est que là, on est rendu à la mi-temps du match entre les Packers et les Cowboys de Dallas. Alors, ça va nous permettre d'aller regarder la deuxième demi. Je vais regarder la première demi en me levant demain matin afin de m'assurer de rien manquer. Alors, à la mi-temps, 16-13 pour les Cowboys, comme on l'avait prévu, Renaud. Dallas qui mène 16-13 contre les Packers. Ouais, je regardais au fur et à mesure qu'on avançait notre enregistrement. Le score, c'était 13-0 pour les Packers. Je me disais, tout est en contrôle, même 13-2 à un certain point. Et là, je viens de regarder la map, puis les Cowboys sont en avance. Ben ouais, c'est ça. Alors écoute, on va se quitter pour aller regarder la deuxième demi afin de voir si on va assister à une autre surprise aujourd'hui. En tout cas, je peux pas croire à ça si Dallas est en mesure de l'emporter contre les Packers. Là, je vais devoir remettre bien des choses en question. Alors écoute, Renaud, je te remercie. On a passé la journée ensemble au NFL Red Zone. Ouais. Je te remercie de t'être joindre à moi pour faire la revue de la journée. Alors pour les gens, ben, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et notre prochain épisode sera mis en ligne mercredi pour vous, alors qu'on va regarder vers l'avant, vers la 5e semaine d'activité. Alors, on vous reparle plus tard cette semaine.